On va continuer donc sur ce grand parcours du CES et là on va rentrer dans le lard des sujets phares dont je vous avais donné juste un aperçu dans mon introduction préliminaire. Et on va commencer par les transports. Et donc on va essayer de comprendre ce qui se passait de ce côté-là au niveau des véhicules. Alors quand on visite le salon de l'auto du CES, on est face à une ribambelle de sociétés de toute taille, de tout pays, donc Europe, États-Unis, Asie, qui présentent des véhicules qui ont 1, 2, 3, 4 ou plus de roues et qui permettent de circuler dans les villes, hors des villes, avec tout un tas de variantes. Alors, le point commun de ces solutions, en tout cas cette année, c'est qu'évidemment, ce sont en général des véhicules électriques à batterie. Parfois, chez certains constructeurs, c'est avec des moteurs des piles à combustible, donc qui génèrent de l'électricité et qui alimentent des moteurs électriques, notamment chez Toyota et Hyundai, si je ne m'abuse. Et on a des variantes intéressantes, évidemment, avec des véhicules qui ont la prétention à terme ou aujourd'hui d'être des véhicules entièrement autonomes. Alors il y avait Navia, le français bien connu de Lyon, qui était présent avec à la fois son taxi autonome cab, qui était démontré dans une rue qui est au nord de Las Vegas, qui s'appelle Fremont Street, qui est une sorte de rue touristique, mais il n'y a pas beaucoup de circulation. Et ils avaient aussi leur minibus qui existe depuis longtemps et qui est testé à différents endroits. Et on voyait des véhicules assez originaux. Alors j'ai bien aimé, moi, le RoboRace de NVIDIA, qui n'est pas un véhicule pour vous, disons pour votre usage quotidien pour aller au travail, mais qui était une sorte de Formule 1 de course électrique autonome. Donc il y a les deux mélangés, l'électricité et l'autonomie. Ça sert surtout à valoriser des GPU de NVIDIA qui sont dedans et qui font tourner le véhicule. Le truc le plus space, en fait, c'est ces deux véhicules-là, qui se ressemblent d'ailleurs beaucoup. L'un est issu d'une start-up et l'autre de Toyota. C'est le principe de l'épicerie mobile, qui reprend, vous savez, l'épicerie qui vient livrer dans les villages, dans les campagnes, etc. Donc ils se sont dit, tiens, on va faire un véhicule autonome pour faire ça. C'est une manière d'humaniser les relations avec les gens dans les campagnes, qui est assez particulière quand même. Et alors, vous avez des concepts variables. Le Toyota e-Palette, je ne sais pas où ils ont trouvé le nom, mais enfin c'est quand même stupide comme nom, c'est assez flexible. Donc là, ils mettent des baskets à l'intérieur, des chaussures, mais on pourrait mettre des pommes ou des carottes. À gauche, c'est plutôt des légumes. Donc ça, c'est une segmentation assez particulière. Et alors, je vais vous montrer maintenant comment on peut créer une start-up avec rien, mais quand même présenter un produit. Donc vous allez regarder la vidéo de Robomart, si ça veut bien se lancer. J'espère que ça va se lancer. Voilà. Et le son, on va l'entendre, voilà. Alors, désolé, le son et la vidéo ne marchent pas très bien parce qu'on a une connexion Barco entre le PC et le projecteur. Donc ça s'appelle une vidéo... Ah, zut. Il me fait des misères, désolé. Oui, parce qu'il y a un temps de latence. Donc, en fait, là, on a une voiture qui n'existe pas. On a juste un modèle en 3D dans une vidéo. Et peut-être basé là-dessus, la boîte est en train de lever des fonds. Je n'ai pas été regarder combien ils ont levé. Alors, Toyota, ils avaient un proto. Ça avait l'air un peu plus sérieux. Mais ce qui est assez surprenant dans le modèle, c'est qu'ils sursegmentent un marché qui n'existe pas encore en prévision de son éclosion d'ici quelques années. Donc d'un point de vue marketing, c'est quand même assez intéressant dans la démarche. Le véhicule qui m'a le plus, je dirais, impressionné ou intéressé sur le salon, c'est un véhicule qui est sorti de nulle part, qui s'appelle Byton. Alors si vous avez lu mon rapport, vous avez dû voir ce que j'ai écrit dessus, ou si vous l'avez dû voir dans la presse. C'est assez surprenant. C'est une start-up qui a été créée, je crois, il y a 1 an ou 2, qui a été créée par des anciens de BMW, qui avait travaillé en Chine dans des filiales de BMW, qui avait travaillé chez Infiniti, qui est une filiale en Chine. Et ils ont embauché des Anglais, j'ai croisé plein d'Anglais sur leur stand et leur conférence de presse, et des Américains. Et alors pour la petite histoire, c'est un Français qui a designé cette voiture. C'est un type qui s'appelle Benoît Jacob, qui habite historiquement en Allemagne, qui travaille chez BMW. Donc c'est une espèce de gang de BMW qui s'est reconstitué. Et donc c'est un Français qui a conçu cette voiture. Sauf que c'est pas affiché sur la pancarte et sur le stand. Et alors le truc extrêmement surprenant, et c'est de là que j'ai tiré cette photo que j'ai prise moi-même, c'est que j'ai assisté à une conférence de presse dans une salle où il y avait 1200 journalistes pour une boîte qui n'existait pas il y a 1 an. Et ça, c'est rare au CES. C'est-à-dire que vous avez une boîte qui débarque comme ça de nulle part et qui invite la terre entière et qui présente un véhicule qui a l'air bien fini,
qui a quelques caractéristiques intéressantes. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que j'ai pas le temps, mais entre autres un écran d'1,25 m de large, ce qui permet d'y mettre pas mal de choses. Hein. Les tableaux Excel vont rentrer, là, ça ne se posera pas de problème. Et donc, c'est très bon pour les DAF dans les entreprises. Et le principe de base, c'est que c'est un véhicule qui est pensé pour une vie numérique totale. À savoir qu'il est relié au téléphone, il est relié à la montre connectée, il permet d'imaginer des scénarios où on réserve sa voiture, où le véhicule est partagé. Le véhicule, donc, vous allez rentrer dedans, il va personnaliser les écrans, il y en a devant, il y en a derrière, il y en a sur le volant, et toute l'expérience utilisateur va être entièrement personnalisée. Et d'ailleurs, un des éléments de personnalisation qui est assez marrant dans le véhicule, c'est qu'ils ont prévu une antenne sur le toit pour la 5G, et ils ont calibré l'antenne pour supporter 10 gigabits par seconde. Donc ça, c'est les gars qui voient loin quand même. Hein. 10 gigabits par seconde dans le véhicule, on n'y est pas encore, quoi. Et donc, vous pouvez regarder les vidéos sur YouTube, vous verrez. Et alors, l'autre élément qui m'a impressionné dans cette boîte, c'est que non seulement elle avait fait cette conférence de presse tonitruante, je dis tonitruante parce qu'il y avait de la musique, c'était vraiment impressionnant, et ils avaient 2 stands. Ils avaient un stand en intérieur, où ils présentaient juste le véhicule, on pouvait tourner autour, regarder dedans, etc. Et ils avaient une sorte de stand, tente, en gros un Arcamis un peu plus grand, mais qui était à l'extérieur. Et là, ils avaient carrément créé un scénario de visite à l'allemande, je ne sais pas si on veut dire c'est du marketing à l'allemande, mais on pouvait voir tous les aspects du véhicule, fonction par fonction, étape par étape. Donc ils montraient les matériaux, le cuir, les batteries, les moteurs, les usages numériques, le partage, tout était décortiqué. Et c'est pourquoi j'insiste là-dessus, parce que c'est très rare au CES. C'est très rare qu'un produit qui n'est pas encore disponible soit présenté dans tous ces recoins. Très souvent, on voit une petite vidéo, une petite démo, on comprend à peu près ce que ça fait, mais alors, si vous voulez des détails, vous pouvez courir, quoi. Il n'y a rien. Là, c'est très précis. Et alors, date de livraison, 2019. Alors ça, c'est quand on annonce une date au CES, il y a 2 types de dates. Il y a dans moins d'1 an, donc ça veut dire dans 2 ans, et après, il y a l'année prochaine. Donc en général, ça veut dire dans 4 ans. C'est le minimum, quoi. Donc la question qui se pose quand on voit une boîte comme ça, c'est quel est leur financement, quelle est leur capacité industrielle et à quelle vitesse ils vont mettre au point leur logiciel. Alors, ce n'est pas un véhicule qui va être entièrement autonome dès le départ. Il va être au départ comme une Tesla avec autopilot, hein, ce qu'on appelle le niveau 3 d'autonomie, et après, ils prévoient que ça sera niveau 4 et 5. Par contre, ils ont prévu des choses intéressantes que je n'ai pu voir dans relativement peu de véhicules. Il n'y a pas de poignée aux portes. Oui, c'est con, il n'y a pas de poignée. Il y a juste une caméra qui vous reconnaît. Donc elle vous reconnaît, la porte se dérouille, il y a juste un petit bouton, vous appuyez dessus comme un bouton d'ascenseur et ça ouvre la porte. Vous rentrez, la caméra vous reconnaît, elle voit que vous êtes le conducteur. Et y compris si c'est un véhicule en mode partage. Et là où le système est extrêmement bien pensé, et ils ne sont pas les seuls à réfléchir sur la question, c'est que ce sont des véhicules qui sont conçus pour être partagés. C'est-à-dire pour être gérés par des flottes comme un Uber du futur qui aurait que des véhicules autonomes. Donc c'est vraiment passionnant de voir comment cette industrie est en train de se restructurer potentiellement autour de véhicules conçus différemment des véhicules traditionnels. Alors ils ne sont pas les seuls, hein, il y en a d'autres qui travaillent là-dessus. Là j'ai récupéré ça chez Renault, c'est pas lié directement au CES, mais ça c'est une explication, je vous laisse le temps de regarder parce que c'est incompréhensible, mais je suis pas sûr d'avoir compris moi-même d'ailleurs. Mais en fait, ça explique un point très important. C'est que quand on se demande à quelle vitesse et où les véhicules autonomes vont-ils être déployés. On m'a souvent posé la question à un moment donné de savoir quand est-ce qu'on aura un véhicule autonome. Et il n'y a pas de réponse avec une date précise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les véhicules autonomes, ils vont arriver à des endroits différents, à des moments différents, selon le niveau de complexité de leur usage. C'est plus facile de faire rouler un camion tout seul, y compris le semi de Tesla, sur une autoroute dans le Nevada où il n'y a personne, que de faire rouler une voiture sur la place de l'Étoile. On a déjà évoqué ça les années passées. Donc ça reste valable, et donc on va avoir des expérimentations qui vont se succéder dans des endroits où le niveau de complexité va augmenter d'année en année. Alors ce qui est assez surprenant, c'est que quand vous discutez avec des spécialistes, vous avez aussi bien des gens qui vous disent « Oh là là, c'est pas avant 15 ans », j'arrête d'avoir le véhicule entièrement autonome, et d'autres qui vous disent, en observant ce que fait Google avec Waymo ou Tesla ou d'autres encore, que non, ça va aller beaucoup plus vite que prévu. Donc moi, entre les deux, mon corps balance, je ne saurais pas trop dire à quelle vitesse ça ira. Ce que je sais, c'est que ça ira de manière progressive, donc étape par étape. Alors les constructeurs, ils sont un petit peu perdus. Quand on visite le salon, on voit une douzaine de grands constructeurs automobiles, dont d'ailleurs Renault-Nissan, qui avait un stand, et d'ailleurs avec un autre stand Mitsubishi qui fait partie aussi du groupe Renault.
Et ils présentent des véhicules du futur avec des concept cars. Et là, ils ont présenté quelque chose qu'ils avaient annoncé en octobre, qui est assez original, qui consiste pour un véhicule à conduite assistée, non pas un conduite autonome, de vous mettre sur la tête ce qu'on appelle un casque EEG, un casque d'électroencéphalogramme, qui va capter, notamment dans la zone motrice du cerveau, du cortex, vos intentions motrices, genre je veux tourner le volant, je veux appuyer sur la pédale pour accélérer ou pour freiner, qui va détecter ça et qui va l'utiliser pour piloter la voiture plus vite que vos pieds ou vos mains vont réagir. Vous suivez le truc là? Donc en gros, ça va accélérer la réactivité du véhicule par rapport à vos intentions. Et c'est basé sur des travaux de chercheurs de l'EPFL Lausanne. C'est assez intriguant. Vu de loin, j'aurais tendance à dire que c'est quand même un peu bizarre, mais peut-être que ça peut marcher. Pour notamment réduire le côté accidentogène des lenteurs de réaction des conducteurs face à des situations difficiles. Mais ce n'est pas la seule manière d'avoir un véhicule à conduite assistée. Donc ça, c'est une approche. Dans un autre registre qui n'a rien à voir, on va prendre Ford. Ford, ils ont un stand qui est gigantesque, avec un écran qui était un des plus grands, je crois, sur les exposants du CES. Enfin, c'est un écran avec des LED, relativement classique. Et sur le stand, vous avez deux bagnoles qui se battent en duel. Et vous avez tout un discours, d'ailleurs y compris dans leur keynote, qui est entièrement basé sur un rôle futur de constructeur qu'ils se voient assumer, qui est le rôle d'une société qui gère des véhicules, qui s'intègre dans la ville via une offre en cloud, et donc qui gère le partage des véhicules, qui gère leur circulation, qui gère leur trajet, et qui gère en fait à tout point de vue la logistique d'une flotte de véhicules, mais via le cloud. Donc ils se voient comme une espèce de Google de l'automobile. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus surprenant que les deux véhicules qu'on voit là, on en voit un blanc et il y en avait un rouge au fond là-bas, qui étaient sur leur stand, quand on s'approchait, il y avait un panneau qui disait « véhicule autonome, mais recherche ». Alors c'est très étonnant, parce que chez les autres constructeurs, ils vous disent « voilà, on a un concept car, et demain, tout de suite, vous l'aurez ». Et là, c'est de la recherche, c'est pour le long terme. Donc on est typiquement dans le cas d'un constructeur qui a décidé d'être un acteur de la Smart City, qui était d'ailleurs une des thématiques du salon, pas la plus importante, mais une des thématiques, et qui se dit « je me prépare à ça ». Alors la question qui se pose, évidemment, c'est est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'un constructeur tout seul peut être légitime, pas au sens légal du terme, mais au sens marketing du terme, pour faire ça? Est-ce que pour le faire, ils vont être obligés de s'allier à d'autres constructeurs pour créer une sorte de plateforme commune? Ça, la question reste ouverte. Mais en tout cas, c'est sidérant de voir les différences d'approche des constructeurs qui sont face à une révolution, le véhicule électrique, le véhicule autonome, la difficulté à se différencier par la partie motorisation, puisque les moteurs vont être banalisés, les moteurs électriques sont tous les mêmes, les batteries viennent de Panasonic ou d'ailleurs, mais elles sont relativement standardisées aujourd'hui. Donc la question qui se pose, c'est que maintenant, le véhicule, c'est plus une voiture, c'est un système. C'est-à-dire que c'est un système complexe qui s'intègre dans la ville, et donc l'approche des constructeurs doivent s'intégrer dans des systèmes complexes, et la question se pose de savoir où ça commence et où ça va s'arrêter pour leur rôle lui-même. Alors il y a des variantes à deux roues aussi. J'aime bien Yamaha, très joli stand. Alors eux, ils vous présentent une espèce de moto robotisée. On va la voir en vidéo. Ouais. Donc c'est la moto du futur, elle est un peu gyro-stabilisée comme un Segway, et elle vous aide à conduire votre moto. C'est assez surprenant. D'ailleurs, on la voit tourner sur elle-même sur le stand. Alors, c'est une moto pour enfants, puisqu'il y a des roulettes, des stabilisateurs pour les tests. Ouais. Bon, c'est un début de prototype. Alors, autre approche de Yamaha, toujours Yamaha, ils se sont dit, tiens, on va créer un robot qui conduit la moto. C'est complètement con, parce que ah oui, parce que autant que la moto soit elle-même autonome, quoi. Mais c'est une forme d'expérience. Mais ils aiment bien les robots, les Japonais, donc ils mettent des robots partout. Mais Shaft, que vous connaissez peut-être pas, Shaft, c'est une ancienne filiale de Google qui avait été rachetée en 2014, qui a été revendue à SoftBank Robotics, les mêmes qui avaient racheté Aldebaran. Et Shaft fait des robots, dont un robot qui conduit une voiture aussi. C'est expérimental, c'est pour voir comment un robot sait manipuler des objets, comprendre son environnement et imiter finalement les capacités humaines. Vous aviez plein de deux roues. Alors, ce qui est rigolo, c'est que vous voyez, ces deux roues, ils se ressemblent. Ils sont tous pliants. Alors, je crois que les deux qui sont là, ils sont pliables. Celui-là n'est pas très discret, sauf que le coffre arrière devient une valise quand on le détache. Le petit qui est là-bas, qui doit être chinois, il se plie et il tient dans un sac à dos. Bon, pourquoi pas, pour le transport en ville. Et alors, le dernier, Motochip, il est quand même pas beau, mais c'est très pratique. Parce qu'en fait, la carrosserie, enfin la coque au milieu, c'est le logement de la batterie.
Donc vous pouvez remplacer la batterie très facilement. Alors que sur les autres, c'est beaucoup moins facile. Et c'est très standardisé. Ah, c'est une batterie, je croyais que c'était une valise, moi, parce qu'il y avait de la place dedans. Ah bon, bah tu vois, très bien. C'est une batterie. Bah, pour la changer, en fait. Ouais. Mais t'es sûr qu'il n'y a pas une version valise aussi, non? Ouais, ok, d'accord. Bon, bah c'est bon, le fact-checking avec Dimitri, c'est parfait. Alors derrière, il y a des composants. Et pour faire une voiture, notamment une voiture autonome, il faut des composants. J'ai récupéré ça d'une présentation de ST Micro qui prévoit que la valeur d'une voiture va être très concentrée sur les composants électroniques dans les années qui viennent. Aujourd'hui, c'est déjà de l'ordre du tiers, donc ça va continuer à aller de l'avant. Et l'un des enjeux, c'est pas le seul, mais l'un des gros enjeux des véhicules autonomes, c'est justement ces fameux lidars dont tu nous parlais tout à l'heure. Hein. Et donc, ces lidars, j'en ai identifié au moins, disons, 3 grandes formes. Il y a les lidars historiques, ceux de Velodyne, qui étaient basés sur des lasers tournants, donc avec une partie laser et une partie mécanique tournante, donc qui les rend relativement chers. Aujourd'hui, le prix plancher, je crois que c'est de l'ordre de 3 000 $ environ. Hein. Et il y a tout un tas de sociétés, notamment pas mal d'Israéliens comme Innoviz ou des Américains, ou les Canadiens comme les Dartec, qui essayent de créer des composants électroniques à base d'optronique qui permettent, sans pièces mobiles, d'assurer une fonction voisine du lidar. Alors dans la réalité, c'est pas exactement la même fonction. Ils ne balayent pas l'espace de la même manière, c'est pas identique. Mais l'idée, c'est de démocratiser la fonction. C'est de faire en sorte que l'installation de lidar, souvent il faut en mettre plusieurs, au moins pour l'arrière, l'avant, voire les côtés, dans un véhicule, coûte moins cher. Parce que si on veut démocratiser les véhicules autonomes, il faut que les lidars coûtent moins cher. Ou alors on s'en passe, éventuellement. Et puis il y a une troisième forme de capteur qui concurrence peu ou prou, mais plutôt que peu, enfin peu que prou, les lidars qui sont les radars haute résolution. Parce qu'on a beaucoup de radars dans les véhicules. Les radars, ils permettent d'identifier des mouvements d'objets à distance, de la vitesse, mais avec en général peu de précision, comme dans l'aviation. Eh bien, il y a des sociétés qui travaillent sur des radars avec plusieurs capteurs, comme Veillard, qui est une sorte de chipset qui a plein de petits radars et qui est capable de reconstituer ce qui se passe à distance, d'ailleurs avec des usages qui ne sont pas forcément spécifiques aux véhicules autonomes. Donc c'est une bataille industrielle qui est émergente. Alors qui sont les Français là-dedans? Il n'y en a pas. Enfin, j'en ai pas vu. Il y en a peut-être, mais j'en ai pas vu. Et pourtant, il y en aura de systématiques. Ah, dans le solid state, il y a sûrement des gens qui bossent dessus. Alors, il se trouve que dans un véhicule autonome, en général, il y a au moins 4 types de capteurs. Il y a radar, ultrason, caméra, classique, rouge, vert, bleu, enfin couleur, et lidar. Et le problème, c'est que chacun de ces types de capteurs a des caractéristiques différentes. La question qui se pose, c'est par exemple, est-ce que ça marche la nuit? Tous ne marchent pas la nuit. Un capteur RGB ne marche pas la nuit. Est-ce que ça fonctionne par tout temps, quand il pleut? Les lidars, ils ont plus de difficultés que les radars. Donc, pour un constructeur, la grande question qui se pose, c'est qu'est-ce que j'assemble comme technologie? Combien j'en mets pour que ça ne coûte pas trop cher et que ça marche bien tout temps et toutes conditions? Alors, le choix de Tesla que Raoul présentait, c'est que Tesla a choisi de parler de lidar. Ils ont choisi pourquoi? Ils ont pris les 3 autres pour des raisons, entre autres, de coût et de design. Ils considèrent qu'en additionnant les fonctions des 3, on arrive à peu près à couvrir le spectre fonctionnel, mais en règle générale, la majorité des constructeurs considèrent qu'il faut quand même mettre un lidar pour bien comprendre l'environnement en 3D qui est autour du véhicule. Mais ça reste une bataille industrielle, une bataille qui relève d'une technologie qu'on appelle le sensors fusion, c'est-à-dire d'avoir plein de capteurs et d'être capable de collecter les informations qui sont issues de tous les capteurs et de reconstituer un modèle aussi documenté que possible de ce qu'il y a autour du véhicule et en temps réel pour après prendre les décisions sur le plan de conduite du véhicule. Donc ça, c'est un enjeu industriel. Alors maintenant, il y a aussi des drones, des véhicules autonomes en l'air. Et d'habitude, ça reste des projets un peu fumeux qu'on voit loin. Eh bien, pour la première fois, on pouvait, peut-être pour la deuxième fois, on pouvait voir des drones de passagers au CES. Alors, ils ne transportent pas encore de passagers, pour l'instant. Alors, celui-là, on l'avait vu il y a 2 ans. C'était un Chinois qui est fabricant de drones, un peu comme Parrot ou G, des drones classiques, de petite taille. Et pour amuser la galerie, ils avaient présenté ce drone. Et d'ailleurs, ce drone, ils l'ont fait voler, mais à vide. Déjà depuis au moins 1 an, je crois, ils volent. Ils ne l'ont pas encore utilisé commercialement avec des passagers. Et cette année, une société allemande, Volocopter, a été présentée au CES à la fois dans le keynote d'Intel et en présentation statique, donc en extérieur. Ça, c'est une photo prise en extérieur, pas loin d'Arcamis d'ailleurs. Et ce petit volocopter, ils l'ont fait voler pendant le keynote du patron d'Intel. Et voilà ce que ça donne dans le théâtre de Monte-Carlo.
Alors désolé pour la vidéo, on a un petit lag. Alors il est en cage. Hein. Bah, c'est un théâtre, hein, donc il y a de la sécurité à respecter. Et ils le font voler à 2 mètres de hauteur, ce qui n'a rien d'extraordinaire pour un drone. Hein, donc le projet des Allemands, là, c'est de le déployer à Dubaï. Bah, c'est un truc de milliardaire, quoi. C'est pour aller à l'aéroport de la ville, parce qu'on ne va pas en mettre des millions comme ça dans les villes, hein, des drones comme ça. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que ces drones, ils expérimentent, ils ont envie d'être leaders dans le domaine, et ils ont de quoi se payer des courses en drone. Alors, par contre, ce qui est rigolo, c'est que ce drone-là, qui n'a que des hélices contrarotatives permettant de décoller et après, en se penchant, d'avancer, pas très bon à mon avis pour la pousser, hein, parce qu'il n'y a pas de propulsion arrière, comme sur le Lilium Jet, qui est un drone allemand. Et il est quand même sécurisé, ils ont prévu un parachute. Donc si jamais il tombe, il y a un parachute qui va soutenir, pas les passagers, mais l'hélico lui-même. Donc c'est sécurisé par ce biais-là. Ils ont confiance, hein, mais bon. Donc voilà ce qui peut arriver du côté des drones. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez, au CES, il y a plein de drones. D'ailleurs, cette année, encore plus que l'année dernière, il y a plein de drones sous-marins. J'ai trouvé un drone dauphin. Bon, il nage comme un dauphin. Il sert à faire la pêche, à trouver des poissons, à filmer les poissons ou les corails. Et puis, vous avez ce truc-là qui est quand même pas mal. C'est le fusil à drone. Je ne sais pas si vous connaissiez. C'est l'équivalent de l'antivirus pour drone, quoi. C'est comment se débarrasser des drones. Bah, c'est important, hein, autour des aéroports, autour des centrales nucléaires. Ça intéresse un certain nombre de services de sécurité pour éviter des problèmes. Donc il y avait beaucoup de choses. Alors, il y avait même un Hyperloop qui était exposé à Las Vegas. Bon, c'était juste un truc en bois, hein, je pense. C'était la coque de l'Hyperloop. Alors pourquoi il était exposé? Il faut comprendre du pourquoi. La raison est simple, c'est qu'il était juste à côté du stand de HERE, qui est l'ancien Navtec, Nokia, etc. Et en fait, HERE a décidé à la fois de cartographier de l'intérieur et de l'extérieur tout ce qui se passe dans les villes. Et ils ont décidé d'être aussi l'opérateur de services mobiles et de réservation des billets d'Hyperloop, et donc y compris en intégrant l'expérience utilisateur des gens qui seront dans Hyperloop. Donc ils ont aussi décidé d'être le cloud vendor de Hyperloop. Alors je pense que leurs royalties vont arriver tardivement hein, sur ce genre d'investissement, mais ils sont positionnés là-dessus. Et ils ne sont pas les seuls. Dans le rapport du CES, vous verrez, j'ai écrit 2 pages sur les projets Hyperloop, il y en a plusieurs sur le marché. D'ailleurs, je vais vous poser une question, une devinette. À votre avis, dans combien de projets Hyperloop Elon Musk a-t-il investi? La réponse est 0. La réponse est 0. Il a créé un white paper en 2013 en disant en 30 pages, tiens, je rêve d'un Hyperloop qui ferait ci, qui ferait ça. Il a mis les specs, il l'a mis en open source et il a demandé à ses copains, dont Shervin Pichnar, qui l'avait bossé avant, de créer des boîtes. Et là-dessus, il y a une dizaine de boîtes qui se sont créées. Et il se trouve que celle qui a eu le meilleur financement à cette date-là, c'est Hyperloop One, qui est créé par Shervin Pichnar, et qui a, je crois, levé plus que 200 millions de dollars, et dont l'un des principaux actionnaires depuis peu de temps, depuis 2017, est Virgin. Donc maintenant, il s'appelle Virgin Hyperloop One, et donc la marque Virgin devient très visible dans ce contexte-là. Mais vous avez ce projet-là qui est assez marrant. On va regarder la vidéo. This is a Revo, a high-speed super urban network, and it is fast. It gives us back time we had forgotten. Alors, il se trouve que j'ai pas compris comment ça marchait en voyant la vidéo. Est-ce que c'est un tapis roulant? Est-ce que c'est un tunnel? C'est pas très clair, mais c'est une boîte qui cherche du financement, qui en a peut-être trouvé d'ailleurs aux États-Unis. Ça fait partie de ce côté un peu miraculeux de la Silicon Valley. Vous avez des gens qui sont capables de faire des business plans un peu fumeux quand même sur le futur et d'essayer de trouver des fonds pour faire des pilotes, et ils font au minimum une vidéo, quoi. Donc c'est intéressant de voir que les gens peuvent rêver plus facilement là-bas. Imaginez un gars qui vient avec un plan comme ça en France en disant tiens, t'as pas 100 millions pour m'aider à faire un début de trou, un début de voie, et tu peux pas me laisser un peu de place sur le périphérique là, pour que je teste mon machin. Parce que là, la vidéo qu'on voit, c'est les autoroutes de Los Angeles. Vous savez, il y a 8 voies en parallèle ou plus. Donc voilà le genre d'expérience.
Il n'y a pas que ça, hein, il y a plein d'autres solutions qui existent. Donc je vous ai parlé de Navia, il y a Transdev qui était là, UJet on l'a déjà vu. Là vous avez un schmilblick Microsoft, j'ai travaillé 15 ans chez Microsoft et ça me fait rigoler d'en parler. Vous avez un schmilblick qui est un véhicule, vous avez le logo Microsoft dessus, quand vous allez derrière vous avez 15 logos de boîte, vous avez une antenne au-dessus, et puis il n'y a aucune explication sur à quoi ça sert. Et on dit mais ça fait quoi ? Et donc, j'ai dû googliser Microsoft, CES, le numéro du stand, etc., pour comprendre qu'en fait, c'est un véhicule pour la police, qui contient tout ce qu'il faut pour interpréter les images des caméras, etc., avec tous les moyens de télécommunication. Ça, c'est un exemple de mauvais marketing. C'est-à-dire que vous avez un produit, un schmilblick, vous ne savez pas à quoi ça sert. C'est bête, quoi. Ils auraient pu mettre un panneau tout simple expliquant à quoi ça servait. Donc, on est censé comprendre et savoir. Plein de Français... des tonnes de Français présents sur le salon, hein, partage de tout, partage de véhicules, partage de parking, location de vélos, ticketing de transport en commun. Il y avait une très forte présence française, notamment sur Eureka Park, de start-up dans ce domaine-là. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon endroit pour présenter ce genre de solution, mais ils étaient extrêmement nombreux de ce point de vue-là. Alors, dans la Smart City, pour élargir le sujet, je me suis rendu compte que chacun voyait midi à sa porte. Tous les grands constructeurs où les grands équipementiers ont une offre Smart City. Donc là, c'est pas compliqué. À gauche, tout est télécom. Donc AT&T est provider d'infrastructures de télécom, et je crois qu'ils sont en train de déployer ça à Miami, il me semble, dans des villes différentes. Donc ils partent de leur cœur de métier qui est les télécoms. Et à droite, vous avez Nvidia, qui explique que Nvidia vous fait la Smart City. Et là, vous dites, oui, mais ils font quoi ? En fait, ce n'est qu'un système de vidéosurveillance global pour la ville. Des caméras, de la vision artificielle avec la reconnaissance d'image, et c'est basé sur leur GPU. Donc ils sont focalisés sur leur cœur de métier, parce que leurs GPU savent très bien gérer la reconnaissance d'image. Donc ça, on le voit régulièrement. Et alors, ce qui était étrange, c'est que paradoxalement, le stand le plus pertinent sur la Smart City, dans la zone Smart City du salon, était le moins intéressant. Vous allez me dire, lequel ? C'était une boîte qui s'appelle Deloitte, qui est une boîte de conseil, qui joue ce rôle d'intégrateur, qui joue ce rôle qui a la capacité de rassembler des briques diverses et variées pour créer des solutions pour des grandes villes, mais qui, en tant que tel, n'a rien à montrer. Puisqu'ils travaillent en mode projet, ils n'ont pas un produit à montrer. Donc en fait, au CES, qu'est-ce qu'on voit de la Smart City ? On voit de la Smart City en pièces détachées, et ce sont les intégrateurs ou les grands acteurs comme AT&T ou Cisco aussi, qui jouent ce rôle d'intégrateur de toutes ces briques pour faire des solutions dans la ville.